Neil Armstrong s'est personnellement chargé de nous approvisionner en échantillons en désobéissant aux règles en quelque sorte. Je crois savoir qu'il s'est arrangé pour sortir du champ des caméras, ce qu'il n'était pas censé faire, et remplir une boîte de roches lunaires. L'analyse des échantillons en laboratoire révèle quelque chose de tout à fait inattendu. La composition chimique de ces roches était très différente de celle de la Terre. Nous avons donc été surpris compte tenu des théories de l'époque sur la formation de la Lune. Les échantillons lunaires et par conséquent la Lune se révèlent bien plus jeunes que prévu. Toutes les théories antérieures à la mission Apollo sont parties à la poubelle. Il s'est passé quelques années avant que de nouvelles idées n'émergent. D'après la théorie dite nébulaire, le manque de matière consécutif à la formation des planètes exclut toute possibilité que des lunes aient pu se former au sein du système solaire intérieur. Ce n'est que quelques décennies plus tard que les scientifiques lèveront le voile sur cette énigme en formulant une nouvelle théorie basée sur un scénario dévastateur qui implique la Terre dans une violente collision interplanétaire. En 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Grâce aux échantillons lunaires rapportés par les astronautes de la mission Apollo, les scientifiques parviennent enfin à comprendre comment notre Lune s'est formée. L'analyse des isotopes chimiques de la roche révèle la présence de matière ayant appartenu à la Terre. La nouvelle est pour le moins inattendue. Dans un premier temps, la communauté scientifique peine à expliquer la présence de cette matière. Mais par la suite, une nouvelle théorie émerge, qui suggère que ce ne sont pas 8, mais 20 protoplanètes qui orbitaient dans le système solaire primitif. Pour évoquer les premiers stades de la formation des planètes, il faut se représenter un billard électrique dans lequel les boules se déplacent de manière totalement anarchique et se percutent occasionnellement. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre est sur la trajectoire de Theia, un planétoïde de la taille de Mars. Si cette collision survenait aujourd'hui, elle entraînerait la disparition de l'humanité. La violence de l'impact correspondrait à la puissance cumulée d'un grand nombre de bombes à hydrogène. L'impact est si violent que des milliards de tonnes de roches sont projetées dans l'espace, échappant à l'attraction terrestre. Au fil du temps, la matière éjectée est capturée par la force de gravitation de la Terre et entre en orbite. Au bout de quelques millions d'années, les agrégats s'amalgament et forment la Lune. Cette collision est la preuve des conditions violentes qui prédominaient dans le système solaire primitif. Une période au cours de laquelle des quantités infinies d'objets célestes décrivaient des orbites chaotiques. La plupart du temps, les collisions étaient dévastatrices, mais certaines ont engendré des objets permanents de notre système solaire. C'est le cas de Phobos et Deimos, les deux satellites de Mars qui seraient d'anciens astéroïdes capturés par la gravité de la planète rouge. Bien que 3 fois plus petite que la Terre, Mars se distingue cependant par ses caractéristiques uniques dans le système solaire. Mars is a spectacular planet. Pour les géologues, Mars est une planète spectaculaire, un pays des merveilles. Elle abrite Valles Marineris, le plus vaste canyon du système solaire, avec ses 5000 km de long, des dimensions qui ridiculisent le Grand Canyon sur Terre. Mars abrite aussi le plus grand volcan du système solaire, le mont Olympus, 3 fois plus haut que l'Everest. Mars est la dernière des 4 planètes telluriques, ces corps célestes rocheux qui orbitent dans le système solaire intérieur avant la ceinture d'astéroïdes. Leur croissance s'est arrêtée faute de matière essentiellement. Dans le système solaire primitif, la roche et le métal ne constituaient que 0,6% de la matière disponible. Par ailleurs, les planètes telluriques n'ont pas pu accumuler de composés gazeux, la chaleur intense ayant empêché toute condensation. Pour observer la condensation des gaz, il faut se rendre bien plus loin.
Mais avant d'atteindre la région des planètes extérieures, il faut franchir la ceinture d'astéroïdes. La science-fiction dépeint cette partie du système solaire comme une zone encombrée et difficile à traverser. Nous savons désormais que la ceinture d'astéroïdes comporte des dizaines de milliers d'astéroïdes dont la taille varie d'1 à plusieurs kilomètres de diamètre. Pour un vaisseau spatial naviguant dans cette région, les chances de percuter un de ces objets seraient infimes. Les envois de sondes vers les astéroïdes nécessitent une précision accrue, car en réalité, la distance moyenne qui les sépare est de l'ordre d'1,5 million de kilomètres. Lors de la traversée de la ceinture d'astéroïdes, nous franchissons une frontière invisible mais critique. Au-delà de cette frontière dans l'espace, à environ 450 millions de kilomètres du Soleil, se trouvent des planètes d'un genre complètement différent. Il y a une frontière, quelque part dans la ceinture d'astéroïdes, au-delà de laquelle la température est assez basse pour que l'eau se condense. La transition s'est faite progressivement, mais elle est significative. Les planètes extérieures se sont formées au-delà de cette limite. Elles sont très différentes des planètes telluriques en raison des matières qui se condensent dans cette région plus froide du système solaire. En dessous de moins 73 degrés Celsius, les corps dont la composition chimique comprenne de l'hydrogène, comme l'eau, le méthane ou l'ammoniac, se condensent. Cette matière abonde dans le système solaire primitif, mais ce n'est que lorsque les planètes extérieures atteignent 10 fois la masse de la Terre que leur croissance se développe réellement. À ce stade, leur influence gravitationnelle est suffisante pour attirer les milliards de mètres cubes de gaz présents dans la nébuleuse. S'ensuit un véritable effet boule de neige. Plus les planètes grossissent, plus elles attirent de matière. Les noyaux des planètes ont attiré les gaz présents dans la nébuleuse. Jupiter et Saturne se trouvaient au bon endroit dans le système solaire. Elles deviennent rapidement des planètes géantes. Leur masse étant constituée à 90% de gaz, on les appelle aussi des géantes gazeuses. Jupiter est de loin la plus grande. Sa masse est 300 fois plus importante que celle de la Terre et son volume 1000 fois supérieur. Selon Hal Levison, nous avons de la chance que Jupiter ait atteint de telles dimensions. Sa force de gravité est si importante qu'elle modifie fréquemment la trajectoire des comètes qui autrement pénétreraient dans le système solaire intérieur. Jupiter joue un rôle de grand frère qui nous protège de l'environnement hostile qui s'étend au-delà de son orbite. Notamment en expulsant hors du système solaire les nombreuses petites comètes de glace qui pourraient venir nous percuter. Saturne est la seconde plus grande planète du système solaire. Il s'avère que nous avons de la chance qu'elle ne se soit pas développée davantage. D'après nos simulations, s'il existait 2 planètes de la taille de Jupiter, elles finiraient par expulser toutes les autres hors du système solaire. Nous avons eu chaud parce que Saturne n'est pas tellement plus petite que Jupiter. Notre système solaire est donc à la limite de l'équilibre. Si Saturne avait été un peu plus grande, nous ne serions pas là pour en parler. Une perspective terrifiante. Si Saturne avait été plus massive, sa gravité combinée à celle de Jupiter aurait attiré toutes les autres planètes et les aurait dévorées. Heureusement, Saturne n'a pas suivi cette voie. Désormais, elle nous offre l'un des plus beaux spectacles du système solaire. Lorsque je montre des planètes à quelqu'un à travers mon télescope, je garde toujours Saturne pour la fin. Elle est si belle, si impressionnante. Ses anneaux sont majestueux. Les anneaux sont constitués de milliards de fragments qui grandissent et se désintègrent au gré des conflits engendrés par les forces de gravitation de Saturne et de ses lunes. Uranus est presque 2 fois plus éloigné du Soleil que Saturne. C'est un monde glaciaire.